Un tout autre sujet à présent. Il y a un an, nous vous en avons d'ailleurs parlé, dans ce journal, l'Europe réussissait un exploit historique, l'atterrissage de Philae. Le 12 novembre 2014, le robot délivré par l'orbiteur Rosetta s'est posé sur la comète Chury après un très long voyage. À l'occasion de cet anniversaire, nous allons faire le point sur cette aventure avec Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Alors, en un an, il y a plusieurs éléments qui ont été rapportés, et notamment la grande porosité de la comète. Avec 80% de Chury, c'est donc une éponge ou une pierre ponce. C'était une grande surprise. Il y a aussi le fait que la comète est composée de deux lobes posés l'un sur l'autre. C'est une découverte qui pourrait faire avancer les connaissances sur l'histoire de notre système solaire. Philae et Rosetta se sont mis au travail dès l'atterrissage du robot. Écoutez Annie-Chantal Levasseur-Regour, elle est chercheure émérite et grande spécialiste des comètes. Le fait de pouvoir vraiment constater qu'il est vrai que, par exemple, les noyaux cométaires sont très peu denses. Il est vrai qu'ils ont dû se former en douceur aux confins du système solaire. Il est vrai que les poussières cométaires sont extrêmement peu denses et riches en composés carbonés. Il est vrai que tout cela a pu peut-être contribuer à apporter, non pas de la vie, mais des molécules nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre. Tout ça, c'est absolument bouleversant. Autre grande découverte, celle faite le 28 octobre, annoncée par l'Agence européenne spatiale, il y aurait aussi de l'oxygène sur Chury. Ce qui a été découvert, donc, c'est de l'hydrogène moléculaire, O2, qu'on appelle au lycée le dioxygène, et tous les modèles de formation des nuages moléculaires denses imaginaient qu'il était impossible qu'il y ait de l'hydrogène moléculaire. Maintenant, on n'a pas le choix, il est là. Et donc, on se rend compte justement que les modèles de la température de ces nuages moléculaires, eh bien, n'étaient pas aussi précis que ce que nous savons aujourd'hui. De nombreuses découvertes donc depuis un an, et pourtant Philae, lors de son atterrissage, a fait peur aux chercheurs. Ça a été laborieux. C'était laborieux, il a fait 7 heures de descente. Le robot, pendant plusieurs heures, il a rebondi. Donc les scientifiques ont attendu de savoir où il était, et ces rebonds ont été une surprise parce que les équipes pensaient que Philae s'enfoncerait sur la surface de la comète. Et ce moment, finalement, a énormément marqué les chercheurs. Je vous propose d'écouter à nouveau Annie-Chantal Levasseur-Regour. On le reconnaîtra toujours, ce qui était le plus bouleversant, c'était de regarder par exemple l'approche de Philae sur le noyau et ses rebonds successifs. Et je pourrais dire qu'il y a eu presque un roman policier pour arriver à comprendre comment, par plusieurs expériences, quels ont été ces rebonds successifs, quelle est sa position finale. Sa position finale, Wilfried, elle a été compliquée à trouver parce que finalement, avec ses nombreux rebonds, Philae a atterri dans un lieu très peu ensoleillé. Il est couché sur le côté, il tient sur 2 pieds au lieu de 3. Donc cet atterrissage compliqué a notamment modifié la mission. Le robot a finalement travaillé seulement 3 jours en novembre 2014. Il s'est endormi faute de batterie. Il a réussi à se réveiller en avril dernier avant de se rendormir. Et malheureusement, depuis la mi-juillet, Rosetta n'a plus du tout aucun contact avec lui. On savait que la première partie de la mission durait une soixantaine d'heures, ce qui a été le cas. On espérait que l'ensoleillement permettrait à Philae de recharger ses batteries et de pouvoir poursuivre ses opérations plus longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Malheureusement, Philae étant tombé dans sans doute une cavité, un trou, on a dû s'en tenir à ces 3 jours d'opération. C'est 3 jours d'opération pour une longue mission, même s'il y a eu quelques difficultés, on l'a vu, puisqu'il n'y avait plus de soleil pour alimenter les batteries de Rosetta. Le projet remonte à 1993, au siècle dernier, date à laquelle il a été approuvé par le comité de programme scientifique de l'ESA. Vous l'avez dit, Wilfried, c'est approuvé en 93. Il a été lancé le 2 mars 2004 et l'atterrissage donc le 12 novembre 2014. J'étais au Latmos l'an dernier pour filmer l'atterrissage et je peux vous dire qu'il régnait dans la salle une très grande pas sur la émotion. Comète, non, je n'étais pas sur la comète. Je vous avoue que ça aurait été une belle aventure. Oui, c'est sûr. Et notamment par rapport à cette belle émotion, je vous propose de réécouter la réaction de Philippe Kécut. Il est directeur du Latmos, le laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale à Guyancourt. On pense des gens qui ont travaillé depuis très très longtemps et qui là voient le fruit se réaliser de leurs efforts. Et puis donc voilà, mis en lumière le travail des gens sur cette mission qui est emblématique.
En tout, 11 expériences sur la sonde Rosetta, une dizaine sur Philae. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une mission européenne à laquelle ont participé des chercheurs français, mais aussi des Saint-Quentinois. Et c'est du côté du Latmos qu'il faut se tourner. Le laboratoire est basé à Saint-Quentin. Il a participé à l'élaboration de 7 des 20 instruments présents à bord de l'orbiteur et du robot, et notamment Concert, un radar. Concert, lui, travaille en transmission, ce qui est très atypique. On émet d'un côté et on reçoit de l'autre, et entre deux, il y a le noyau de la comète. Donc, le temps de propagation à travers la comète nous donne une idée de la vitesse de propagation dans le noyau et donc de sa porosité, par exemple, de ce qu'on appelle la permittivité, qui est un mélange de porosité, de composition et de température. Alors, les équipes, Wilfried, attendent pour le moment de recueillir les données collectées par Philae lors du périhélie, c'est-à-dire quand la comète était au plus près du Soleil. Et d'ici quelques mois, l'orbiteur devrait rejoindre son atterrisseur. Le périhélie. On découvre des nouveaux mots. Rosetta va se rapprocher de toute façon de la comète pour observer les modifications après son passage près du Soleil. Et la fin programmée de la mission, c'est que l'orbiteur va se rapprocher de plus en plus du noyau et éventuellement, même si c'est possible, atterrir sur le noyau pour faire des observations très très proches du noyau. Alors, outre un possible atterrissage de Rosetta, les scientifiques espèrent avant tout que l'orbiteur et le robot parviendront à reprendre contact dans les semaines à venir. Wilfried Tchouri n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Et vous reviendrez pour le prochain anniversaire, pour les 2 ans de la mission. Bon anniversaire donc à Rosetta et à cette mission qui s'était posée, vous l'avez suivie, on imagine avec beaucoup d'intérêt comme tous ces phénomènes comme la lune rouge par exemple, ou ce genre de choses que Mélanie suit toujours avec beaucoup d'attention. Merci.